j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la première vidéo questions-réponses. Je suis super contente, là je vais répondre à vos questions. J'en ai sélectionné que quelques-unes, mais je vais en faire plusieurs des vidéos comme ça, donc ne vous inquiétez pas si vous m'avez posé une question, elle ne restera pas sans réponse. Ou je vous réponds par écrit, ou je vous réponds en vidéo, d'accord? Donc passons tout de suite à la première question. Alors je vais pas mettre les noms, je pense, je sais pas, je me dis si jamais ça perturbe quelqu'un, voilà, je préfère pas mettre les noms. Tout d'abord, félicitations, je viens de découvrir ta chaîne grâce à une vidéo que j'ai vue sur YouTube. En octobre, ça fera 6 ans que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, bientôt 6 ans que je vis une nouvelle vie, et qu'est-ce que ça fait du bien. Il m'aura fallu 5 ans, 3 cures, et en tout 7 mois passés dans des centres spécialisés pour totalement remonter la pente, rencontrer une femme formidable et être vraiment heureux. Alors ça, c'est la première partie du message. Alors déjà, bravo, félicitations. 6 ans, franchement, c'est top. Bravo, un grand bravo. Et en plus, je vois que tu es heureux de ta sobriété, donc ça, c'est vraiment bien. Et tu expliques qu'il t'a fallu 5 ans et 3 cures en tout, et en tout 7 mois passés dans des centres spécialisés. Alors oui, et ça c'est un truc très important à dire, c'est que ça prend énormément de temps d'arrêter l'alcool. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi-même j'ai mis 5 ans aussi à m'en sortir depuis le début où j'ai compris qu'il y avait un problème jusqu'à la fin. J'ai alterné des périodes de déni et des périodes où je voulais m'en sortir. Mais en tout cas, voilà, un grand bravo à toi, comme quoi, vous voyez, il faut persévérer. Il ne faut pas abandonner trop tôt, parce que si ça se trouve c'était dans une semaine que vous auriez arrêté l'alcool, donc n'abandonnez pas, vraiment. C'est un combat, mais c'est un combat qui en vaut vraiment, vraiment la peine. Et là je vois que tu es heureux donc, dans ta sobriété, et ça franchement c'est top. Si on est malheureux dans notre sobriété, je pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris encore. On n'a pas eu encore suffisamment de prise de conscience. Et ça après, il n'y a que le temps qui nous permet d'expérimenter ce qu'il y a de mieux pour nous. J'en viens à la question du coup. En parlant de cure, je me permets de te poser cette question. Quand tu as arrêté l'alcool, tu n'as eu aucun suivi médical. L'arrêt de l'alcool peut être dangereux pour la santé, voire mortel. Oui, l'alcool peut être dangereux pour la santé et mortel. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo symptômes de sevrage. Alors, non, je n'ai eu aucun suivi médical, aucun, parce que à l'époque déjà, je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait en mourir. Genre vraiment pas. J'avais déjà vu à la télé, on connaît un peu le délirium tremens vite fait, mais je n'avais jamais capté que ça pourrait m'atteindre moi, en fait. Mais j'ai pas eu de suivi médical et j'en ai discuté avec un médecin. Je pense que ce qui m'a sauvée, en fait, c'est le fait que j'avais énormément diminué l'année d'avant. C'est-à-dire que j'ai rencontré mon copain 1 an avant et petit à petit avec lui, en fait, j'ai réduit mes doses d'alcool. Et je continuais à énormément boire en soirée, mais mes soirées, elles étaient de plus en plus rares. Et je ne buvais plus seule, déjà, ça c'est très important. Donc en fait, je me suis sevrée progressivement. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu d'effet au moment du sevrage. J'ai eu un sevrage quand même un petit peu compliqué, qui allait jusqu'à la confusion, ce qui est un peu ce que j'ai appris plus tard, l'avant-délirium tremens, donc c'est quand même pas anodin. Mais j'ai eu un bon sevrage en réalité, par rapport à d'autres personnes. Donc voilà, je tiens à le dire, moi j'ai eu un sevrage où ça allait, j'ai pas eu besoin ensuite d'une assistance médicalisée, mais ça aurait pu être bien plus grave. Heureusement j'avais diminué avant. Donc surtout, si vous faites un sevrage, si vous sentez que vous allez avoir des soucis parce que vous avez un gros manque physique quand vous ne buvez pas, mais faites-vous aider. Allez voir un médecin, un addictologue, il y a des médicaments qui existent pour pallier en fait ce sevrage pour que ce soit le plus facile possible. Ok ? Donc il ne faut pas hésiter. Après, il faut savoir qu'il y a toute une catégorie de dépendants à l'alcool qui sont dépendants seulement psychologiquement et pas physiquement. Et donc il y a plein de gens aussi qui ont un sevrage qui se passe très bien, mais on ne peut jamais savoir comment ça va se passer, donc n'hésitez vraiment pas à consulter. Après, j'ai fait une fiche dans ma vidéo symptômes de sevrage pour ceux qui vraiment, alors là c'est les plus marginaux, qui ne voudront pas d'aide médicale. Je vous ai fait quand même une fiche au cas où, quoi. Une fiche où vous pouvez dire votre personne de confiance, l'hôpital à côté, qui appeler si vraiment il y a un souci. Vous pouvez aller voir ma vidéo, c'est quand même important de prévoir, vraiment. Mais encore une fois, ce qui est fou, c'est qu'on est très peu au courant. Enfin, moi, en tant que jeune, j'en avais jamais discuté avec personne et j'étais pas du tout au courant qu'on pouvait en mourir. Genre, on m'aurait dit ça à l'époque, je pense que je me serais dit oui,
en mourir, mais c'est des cas extrêmes, c'est des cas les plus graves, c'est ceux qui boivent dès le matin, mais pas forcément en fait. On peut faire des symptômes de sevrage, même si on boit, on peut faire des symptômes de sevrage si on fait du binge drinking et qu'on abuse beaucoup trop. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Hey, c'est la Angélique du montage. Je voulais juste préciser que si j'avais su les conséquences du sevrage, moi personnellement, je serais allée voir quelqu'un. Je serais allée voir quelqu'un pour me faire prescrire au moins au minimum des vitamines pour éviter les pertes de neurones massives dues au sevrage. Et pourquoi pas des médicaments pour que ça passe mieux, quoi. Le seul truc, c'est que j'ai pas décidé du jour où j'ai arrêté. J'ai arrêté un jour où j'avais pas du tout prévu d'arrêter, mais je pense que c'est quand même bien de prévoir au cas où ce jour arrive. De prévoir pour quand vous avez assez de motivation. En tout cas, force à toi, tu as tout mon respect, continue comme ça vaut le coup. Merci beaucoup, oui, ça vaut le coup, je trouve aussi. Autre question. Bonjour, est-ce qu'on récupère une partie des neurones après un arrêt prolongé? Alors, oui. Mais oui, tu récupères une partie de tes neurones après un arrêt prolongé. On a énormément de chance, c'est-à-dire qu'il existe la plasticité neuronale qui fait qu'on va créer des neurones tout au long de sa vie. Avant, on pensait qu'à 25 ans, par exemple, on arrête de créer des neurones, et c'est absolument faux, on en crée jusqu'à la fin de notre vie. Tout dépend des activités qu'on a. Si on fait des nouvelles activités quand on est une personne âgée, on va créer des neurones. En fait, nos neurones se créent en fonction des activités qu'on fait ou pas. Donc si on fait toujours la même chose tout au long de notre vie, on ne va plus créer de neurones en effet. Mais si vous êtes quelqu'un d'actif qui découvre de nouvelles expériences, vous allez continuer à en créer. Et donc, la plasticité neuronale, quand on arrête l'alcool, on va forcément se rabattre sur d'autres comportements. Et ces autres comportements, ça va être des nouveaux réseaux neuronaux. Voilà. Plus on fait un comportement, plus on crée un réseau neuronal. Donc on a possibilité de créer d'autres neurones. Et pour ce qui est des neurones endommagés, alors si vraiment c'est des très grosses pertes qui sont irréversibles, dans ce cas-là, les autres neurones en fait vont compenser et vont créer en fait des moyens de faire autrement. Par contre, c'est pas une raison pour se dire j'ai arrêté, je récupère mes neurones donc je peux reprendre plus tard. Pas du tout. C'est une fois qu'on a arrêté, c'est un long travail que fait notre cerveau. Il faut vraiment lui laisser énormément de temps pour qu'il se répare. Et tout simplement, si vous reprenez l'alcool, vous allez en cramer à nouveau et en fait tout votre travail de sobriété n'aura servi à rien. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vu les dégâts que fait l'alcool sur le cerveau, moi personnellement je suis très contente de savoir que ça se compense à un moment donné. Après j'imagine peut-être qu'il y a des cerveaux où la consommation a été telle qu'ils ne se réparent jamais. C'est possible, hein, tout est possible. Mais il vaut mieux être dans l'espoir que dans le désespoir, parce qu'il faut savoir aussi que notre cerveau, il marche vachement à l'intention. Plus vous pensez que quelque chose va vous arriver, plus ça va arriver. Par exemple, plus une personne croit qu'elle va avoir des problèmes cardiaques, plus elle va avoir des problèmes cardiaques. C'est à peu près ça pour tout. Donc moi je vous conseille de croire en la plasticité neuronale plutôt que l'inverse. Alors, autre chose que je voulais ajouter, c'est que vous pouvez stimuler la neurogénèse. On peut la stimuler donc en prenant des vitamines, en ayant une bonne alimentation, donc riche en céréales, en légumineuses, en fruits à coque, mais aussi en bons gras comme le saumon par exemple, les sardines. Quand on mange bien, notre cerveau est optimal. Donc le mieux pour ça, c'est des scientifiques qui disent ça, hein, c'est que la meilleure alimentation, c'est l'alimentation méditerranéenne. Et bien sûr, éviter trop de viande, les sucreries, les fast-foods, etc. Et pour stimuler les neurones, il y a aussi quelque chose qui est très bon, c'est l'activité sportive ou le sport. Et je vous avoue que moi, en ce moment, c'est juste ma raison principale pour laquelle je fais du sport. C'est ce qui vraiment me motive, en fait. Vous pouvez aussi faire des exercices cognitifs. Pour n'en citer qu'un, il y aurait donc le sudoku, par exemple. Ça, c'est vraiment très bon pour le cerveau. Ensuite, est-ce que tu as consommé des drogues festivement? Est-ce que ça a été facile d'arrêter? Et dans la même catégorie, j'ai commencé à la drogue. Ça n'a pas été difficile d'arrêter la drogue. Alors là, vaste sujet. Alors, quand tu parles de drogue festive, j'imagine que tu parles de drogue autre que l'alcool et le tabac, hein, je pense. Alors,
J'aimerais préciser, au cas où ça n'a pas été bien compris, l'alcool est une drogue, hein, au même titre que l'héroïne, la cocaïne, le cannabis, etc. Tout comme le tabac par exemple. La définition de drogue, c'est toute substance qui provoque des modifications dans le cerveau et qui a un potentiel addictif. Donc ça englobe bien évidemment l'alcool et le tabac. Après, dans notre société, il y a les drogues légales et il y a les drogues illégales. Alors je pense que par drogue festive, tu entends les drogues illégales, mais peut-être que je me trompe. Donc j'espère que je réponds bien à la question. La réponse est oui. Alors j'ai consommé du cannabis, de la MDMA, des extas et de la cocaïne. Alors je fais la différence entre la MDMA et les extas, parce que si je ne me trompe pas, la MDMA, alors moi je prenais ça sous forme de parachute, donc c'est de la poudre, et les extasies c'était des comprimés. Après j'ai vu des différences très significatives entre les deux, donc je pense que les extas ou la MDMA, c'était ou l'un ou l'autre, c'était coupé à quelque chose, c'est sûr, parce que c'était pas du tout les mêmes effets que j'avais. Bon, bref, voilà. Donc je les ai toutes consommées à la base de manière festive. Ça n'a jamais été mes addictions principales. Moi, mon addiction préférée, c'était l'alcool et le tabac aussi. Par contre, le reste, ça ne m'attirait pas spécialement. Ça ne fait pas partie de mon identité. C'est pas quelque chose qui m'a... où depuis petite, je me disais, un jour, j'en prendrai, vous voyez. Donc je les consommais toutes juste en soirée. Et aujourd'hui, je consomme plus rien de tout ça, hein, clairement. Finito. J'ai tout arrêté en janvier 2020. Et oui, ça a été facile pour moi parce qu'en fait, j'ai jamais été dépendante à toutes ces drogues. J'en consommais pas régulièrement, c'était pas du tout habituel. C'est-à-dire que des fois, il y avait des soirées où j'en prenais, des fois, il y avait des soirées où j'en prenais pas. Donc, c'était pas du tout systématique. Et c'est quand c'est systématique qu'il y a dépendance. Donc, ça restait très très occasionnel. Par contre, j'avais une consommation nocive, ça c'est clair. C'est-à-dire mauvaise pour la santé, et si j'avais continué, j'aurais forcément fini par devenir dépendante. Mais heureusement, j'ai arrêté, et ce pour plusieurs raisons. Donc je pense que je vais te décrire les raisons pour chaque drogue que j'ai prise. Donc il y a eu tout d'abord le cannabis. Alors j'ai adoré mes 2 premiers joints. Je les ai fumés au lycée, en première pour la première fois, et j'ai rigolé pendant des heures. Voilà. Mais je n'ai jamais pu retrouver ces effets. C'est la seule fois où j'ai eu de tels effets en fait. Tous les joints que j'ai fumés après, ou ça me donnait envie de vomir, ou alors de dormir, ou alors ça me rendait complètement parano. Et parfois les trois en même temps. Donc vraiment pas mon truc. Moi, mon truc c'était vraiment l'alcool. Et il y a le fait que déjà à 18 ans, je connaissais déjà 3 personnes qui avaient décompensé en fait à cause du cannabis, donc qui étaient devenues schizophrènes, dont mon petit ami de l'époque. Il faut savoir que les taux de THC de Woodstock par exemple, c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les taux de THC sont beaucoup plus forts. Ce sont pas du tout les mêmes joints que nos parents, nos grands-parents, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui deviennent schizophrènes, par exemple, juste en fumant des joints. C'est la maladie qui est sous-jacente et ça la déclare en fait. Donc moi, sachant ça, en fait, j'étais moyen chaude d'en fumer déjà. Donc j'étais pas dépendante au cannabis parce que tout simplement, c'était pas du tout agréable pour moi d'en fumer. Et j'avais vu déjà de près les risques que ça comportait, donc c'était pas pour moi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez que quand on commence une drogue, je vous l'ai expliqué dans cliché classification je suis alcoolique, point d'interrogation, à force d'en consommer, on finit par en devenir dépendant. Et donc en fait, à force de retester, parce que de temps en temps je fumais sur les joints des potes, et j'ai commencé à kiffer. Et je m'en souviens très bien de la dernière fois que j'ai fumé du cannabis. Donc c'était le 1er janvier 2020. J'avais acheté un pochon et en fait je me suis fumé le pochon toute seule, en entier. Et j'ai adoré ça. Mais vraiment adoré. Et pour la première fois de ma vie, en fait, j'étais défoncée, mais j'étais bien en fait. J'étais pas parano, j'avais pas envie de vomir, pas envie de dormir, j'étais sur un nuage. En plus, je venais de rencontrer mon copain la veille, donc j'étais encore plus sur un petit nuage, vous voyez. J'avais passé une bonne soirée, j'étais toujours en gueule de bois par rapport à l'alcool, et en fait, le joint, ça a commencé à soulager ma gueule de bois. Le lendemain, j'avais encore envie de fumer, du coup, j'ai racheté, et j'ai une fois de plus tout fumé, j'étais défoncée devant Rick et Morty. Une fois de plus, c'était un kiff total. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais en train de devenir dépendante en fait.
Mais heureusement, à ce moment-là, en fait, j'avais envie d'arrêter l'alcool déjà depuis très très longtemps et d'arrêter la clope. Et en fait, je sais pas, j'ai fumé pendant 2 jours et en fait, je me suis dit, là, Ange, tu es en train de te créer une nouvelle addiction. Et cette addiction que tu es en train de créer, là, tout de suite, bah, dans 6 mois, tu auras envie de l'arrêter. Tout comme tu as envie d'arrêter l'alcool, tout comme tu as envie d'arrêter la cigarette, et tu vas galérer. Donc en fait, je me suis dit, c'est pas le moment de se rajouter une nouvelle addiction, t'en as assez comme ça. Donc je me suis un peu engueulée, je me suis dit, putain, mais Ange, oh, t'en as déjà 2 là, hein, même plus, il y en a dont je vous ai pas encore parlé, mais je me suis dit, ça suffit, stop, les conneries là, stop. Et donc là, j'ai plus jamais racheté et j'ai plus jamais refumé. Mais je vous avoue que de la même manière que l'alcool, bah, des fois j'ai envie. En fait, j'ai envie des fois, quand je suis pas bien, de me remettre devant Rick et Morty ou devant n'importe quel dessin animé, les Simpsons, et de fumer toute la journée. Et des fois, cette envie, elle est là. Elle est là. Et heureusement que j'ai un bon environnement, heureusement que je n'en ai pas dans mon entourage, heureusement aussi que j'ai rencontré mon copain à ce moment-là, parce que je pense que sinon je serais tombée dedans, en fait, tout simplement. Donc ce qui est fou, c'est que cette impression de bien-être, elle est gravée en moi maintenant. J'ai vraiment créé le chemin neuronal. Ça me fait du bien, quoi. Et bon, c'est pas comme l'alcool, évidemment, mais il faut quand même que je reste vigilante, quoi. Voilà. Passons maintenant à la MDMA. Moi, je la prenais sous forme de parachute. Alors quand j'en prenais, bah, j'aimais tout le monde. Voilà. Je ressentais un incroyable sentiment d'amour pour le monde entier. Et ce qui est fou, c'est que je pensais pas une seule seconde à l'alcool quand j'en prenais. Quand j'en prenais, je ne buvais pas une goutte. Je n'en avais pas besoin en fait. Donc j'en prenais très occasionnellement, en soirée, et j'en prenais en couple, donc avec mon petit ami de l'époque, parce que c'était la seule manière qu'on avait pour s'entendre. Quand on était défoncé, on arrivait très bien à communiquer, on arrivait à régler nos soucis, à faire des compromis, etc. Donc c'était les seuls moments où on arrivait en fait à résoudre nos problèmes et à ne pas se taper dessus, voilà. On était calme et détendu. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était qu'un leurre, c'était une belle illusion parce qu'en fait, une fois qu'on était redescendu, après avoir passé les 4 jours de descente très difficiles, bah ça reprenait comme avant en fait. En fait, tu crois que tu as résolu tes problèmes, mais en fait, pas du tout, juste tu les as reportés, quoi. Donc l'AMD, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup la sensation, mais comme toute drogue, tout moment d'extase s'accompagne d'une longue, très longue descente. Les drogues qui font ça, tu es très haut, et puis quand ça redescend, bah, tu es très 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 bas. Et je trouve qu'en fait ça vaut pas le coup du tout, mais vraiment pas. En plus, une fois que tu as fait ça, plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de... le moindre plaisir, ça ne fait plus rien, quoi. Le cerveau est monté trop haut. Donc pour une nuit de MD, tu es en descente de 4 jours. Et pour d'autres gens, ça peut être plus. Moi, j'ai vu des gens en descente, j'ai vu même des gens se déclencher une dépression comme ça. Ça peut aller très vite, c'est très dangereux pour la santé mentale. T'es très fatigué, t'es à 2 à l'heure dans ton cerveau, t'es déprimé, t'es angoissé. En fait, c'est comme l'alcool, mais en beaucoup plus long. J'ai hyper vite arrêté, quoi. Et il y a aussi en fait les effets sur le corps, hein. C'est très dangereux l'AMD. Voilà, donc très mauvais, mauvais. Voilà, passons aux extas. Alors les extas, c'est la même chose que la MDMA, mais je fais la différence parce que souvent les extas qu'on te vend sous forme de cachet, et il y a très peu de MDMA dedans, très très peu. Et en fait, c'est coupé à plein d'autres choses. Donc, ça peut être des engrais chimiques, de la morora, du speed, ou même de la meth ou de l'héroïne. Voilà. Génial. En fait, c'est coupé par les fabricants pour faire plus d'argent. Donc, tu t'attends à avoir les effets de la MDMA, mais en fait, non, pas du tout. C'est découverte. C'est surprise. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Voilà. Et il m'est arrivé un sale truc comme ça, mais vraiment, vraiment pas cool. J'étais à une soirée au Doc des Suds à Marseille et il y avait Paul Kalkbrenner qui passait. Paul Kalkbrenner, il fait de la minimale, c'est un de mes artistes préférés, j'adore. Et donc on était au Doc des Suds, alors j'étais bien entamée déjà, hein, j'avais bien picolé avant, voilà, j'étais bien bourrée, et en plus de ça, donc j'ai pris un extra. Et là, il m'est arrivé un truc de fou, mais vraiment de fou. C'est-à-dire qu'en 2 temps 3 mouvements, j'ai perdu tous mes potes déjà dans la soirée parce que c'est très grand, hein, les Docs des Suds. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un trou noir et je me suis réveillée. En fait, j'étais avec 5 gars de la sécurité autour de moi qui m'encerclaient et qui refusaient que je bouge de ma chaise.
Alors moi je me réveille et déjà t'as 5 gars qui m'empêchent de bouger d'une chaise. J'étais mais vraiment dans une colère mais monstrueuse. Genre en mode oh vous êtes qui pour restreindre ma liberté en fait. Genre vraiment je supporte pas l'autorité, je supporte pas ça. Les gens qui j'aime pas ça, je supporte pas l'autorité. Et en fait j'ai compris pourquoi ils m'encerclaient. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, c'est que en fait j'avais passé les barrières de sécurité. Et en fait, je voulais absolument un autographe de Pardon, je voulais absolument un autographe de Paul Kalkbrenner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont rattrapé. J'étais à deux doigts d'être sur la scène, en fait. Voilà. Alors, l'intention était bonne, hein, mais clairement, j'ai dû me taper une honte de fou. Enfin, même pas, parce qu'en fait, je m'en souviens pas. Et juste, voilà, ils ont dû à 5 mecs pour me maintenir, en fait. Donc voilà, déjà, je me réveille, il se passe ça. Je discute avec eux et tout, j'arrive un peu à reprendre mes esprits, ils me laissent partir. Voilà, en me disant on te tient à l'œil et tout. Je dis ok, ouais, je me tiens à carreau. Et en fait, d'un coup, j'ai vrillé dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai vu des gens s'asseoir par terre parce qu'ils étaient sûrement fatigués de danser, quoi. Et plusieurs gens s'asseoir autour de moi comme ça. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, ok, il y a un attentat au Dock des Suds. Je me suis dit, là, les gens, s'ils se baissent comme ça, c'est parce qu'il y a des gens avec des flingues et qui vont nous tuer, en fait. Et donc, j'ai commencé à m'asseoir et je me suis prostrée dans un coin. Et genre, j'étais en panique totale. Genre, je me suis dit, c'est bon, ils vont me tuer et tout. J'étais vraiment mais dans une crise paranoïaque, mais effrayante. Au final, il y a des gens qui m'ont trouvée et qui ont commencé à me rassurer, à me dire que tout allait bien. Et moi, je me disais, ouais, ils me disent que tout va bien pour que j'évite de crier pour pas attirer l'attention des terroristes, etc. Et voilà. Et au final, mes potes, ils m'ont retrouvée. Et je me souviens plus de la soirée après. Juste, ce qui s'est passé, c'est qu'après, pendant une semaine, mais j'étais ailleurs. J'étais vraiment ailleurs. Mon cerveau ne m'appartenait plus. Vraiment. Et j'ai fait une descente, mais d'un autre espace-temps. C'était horrible. Horrible à vivre. Je ne savais plus qui j'étais. Et j'ai fait une soirée 2 jours après, parce que mes potes essayaient de me sortir quand même. Et en fait, je suis restée mais collée à mon siège toute la soirée, entourée d'une couette. Et genre, si je bougeais de mon siège, j'étais en panique. Et j'ai une photo de ce moment-là d'ailleurs, il faut que je vous la mette, mais je souris sur la photo, hein, mais j'étais dans un état de panique intérieure, j'essayais de socialiser, j'y arrivais pas, une horreur. Donc, j'en rigole là, mais en vrai c'est pas drôle du tout en fait, hein. Et en fait ça m'a complètement calmée en fait. Là, j'ai arrêté tout ce qui était drogue festive à ce moment-là, parce que c'était juste pas possible, je venais de vivre l'enfer. L'enfer. Voilà, donc ça c'est pour les extasies ou MDMA ou je sais pas trop ce que c'était. J'en ai pris plusieurs fois, mais là ça m'a fait. J'ai eu plusieurs fois des badins dans ce style, hein. C'était pas la première fois, mais là c'était vraiment corsé quoi. C'est que ça m'a tellement fait peur que j'ai arrêté en fait. Voilà, ça m'a suffi. J'ai eu un déclic, un vrai déclic radical. Voilà, ensuite la cocaïne. Alors, la cocaïne. Alors là, il y avait un vrai risque à ce que je devienne dépendante, mais vraiment. La seule chose qui m'a empêchée d'en consommer trop régulièrement, c'est le prix, évidemment, parce que c'est cher et que la bonne coke, elle est chère. Voilà, et j'ai jamais eu les sous pour m'en acheter, donc en fait j'en prenais quand les autres acceptaient de m'en donner. Il y avait quelques personnes généreuses dans mon entourage comme ça qui distribuaient pour la soirée. Et heureusement en fait que je n'en ai jamais acheté parce que sinon je serais tombée dedans, mais la tête la première, vraiment, c'est sûr. Parce que j'adorais l'effet, vraiment. J'en ai pris 2 fois seule, j'avais adoré, il y avait un pote qui m'avait filé et j'avais tout rangé chez moi, j'avais été hyper productive, donc ça contrebalançait en fait mes gueules de bois où je foutais rien de mes journées. Et aujourd'hui, et là vous voyez là, je pense à la cocaïne et j'ai le goût en fait qui tombe dans la bouche. À chaque fois que je pense à la cocaïne. C'est fou ça, comme notre cerveau, il mémorise aussi le goût. Et ça, je sais que c'est une drogue. Alors aujourd'hui, je suis dans un bon environnement, donc je sais que je n'en reprendrai plus. Je reste hyper vigilante. Il faudrait qu'un jour, et là j'y pense, il faudrait qu'un jour je me penche sur la question et que je me prépare de la même manière que je me prépare à l'alcool. Il faudrait que je me prépare des plans d'urgence. Donc voilà, donc je pense que vous l'avez compris, je suis très vulnérable à cette drogue. Après voilà, le problème de la cocaïne, c'est que déjà ça me faisait faire énormément de tachycardie. J'avais le cœur qui s'emballait, j'avais mal pendant des jours. D'ailleurs, il faudrait que je consulte un cardiologue parce que j'ai toujours des petits soucis au cœur. Avant la cocaïne, en fait, j'avais pas ça. Je n'avais pas ça. Voilà, après j'ai pris d'autres trucs. J'ai déjà sniffé de l'eau écarlate.
Oui, vous savez, le truc pour détacher les vêtements. Voilà, super. Très 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 nocif. Si vous regardez ce qui a marqué derrière, clairement ce n'est pas à sniffer, non. Et alors ça me faisait une défonce passagère. Et les jours qui suivaient étaient terribles. C'est-à-dire que j'avais des grosses pertes de mémoire. Je me souvenais pas avoir fait telle ou telle chose, ou avoir dit telle ou telle chose. Des fois, je me retrouvais dans un endroit et je ne savais pas comment j'étais arrivée là. Parfois, c'était pas des mots que je trouvais pas, c'était vraiment des phrases entières. Et quand ma conscience reprenait, les gens, ils me regardaient, ils me disaient, mais là, on n'a pas compris ce que tu viens de nous dire. Et moi, je buguais en mode, mais j'ai dit quelque chose, genre, c'était horrible. Horrible. C'était hyper perturbant. Et quand j'ai arrêté de faire ça, bah, j'ai eu en fait des gros dégâts cognitifs, mais encore pendant 6 mois après. J'avais aussi beaucoup de problèmes respiratoires. Et comme la cocaïne, encore aujourd'hui, là je suis en train de vous en parler et je me sens différente. Voilà, je me sens pas défoncée, si un peu en fait. Là je suis en train de vous parler, vous voyez, et j'ai toujours ma mémoire à mémoriser en fait la défonce, et j'ai une défonce là qui est pas très forte, hein, mais une légère défonce. Et ça, c'est fou. Donc voilà, passons à autre chose. Ça, c'était pas du tout agréable. En fait, c'était juste pour me défoncer la tête et ce n'était même pas agréable en fait. Alors, je suis allée voir un peu ce qu'il y avait écrit derrière le paquet de l'eau écarlate. Je vous le mets sous les yeux. C'est assez effrayant quand même, hein. Il y a marqué, donc il y a marqué tous les ingrédients, donc hydrocarbures aliphatiques, hydrocarbures isoalcane. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne me dit rien qui vaille. Et il y a marqué donc liquide et vapeur inflammable peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau. Évitez de respirer les vapeurs. En cas d'inhalation ou en cas d'ingestion, appelez immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Gna 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 gna. Voilà, avec 3 petits logos très sympathiques, avec marqué évidemment danger. Voilà. Franchement, en lisant ça, j'en reviens pas. Je me rends compte à quel point j'étais inconsciente. Moi, en fait, je faisais ça donc avec mon ex-petit copain de l'époque. Et lui, en fait, il sniffait carrément de l'essence, fut une époque. Voilà, donc j'ai découvert ça avec lui. Heureusement que cette lubie, en fait, ne nous a pas duré trop longtemps. On n'en a pas non plus sniffé pendant des mois. Je vous avoue que je me souviens pas trop de cette période. C'est fou le nombre de choses qu'on peut faire des fois sans être informé. Je sais pas, en fait, il y a aucun moment où je me suis dit potentiellement dangereux, quoi. Je ne voyais que la défonce. Tout le reste, je l'occultais complètement. Voilà, c'est à peu près tout. Après, j'ai pris des protos, et ça, je vais vous en faire une vidéo complète parce que il y a plein de jeunes qui prennent des protos. C'est le protoxyde d'azote, donc c'est des trucs de Chantilly, et qui se rendent pas compte des dégâts sur le cerveau. Même moi, je n'étais pas au courant, je pensais que c'était juste un truc rigolo, voilà. On n'est pas du tout informé sur les protos, c'est hyper banalisé. Donc je vais en faire une vidéo complète, je pense, c'est important pour moi de la faire. Et en plus, ça passe pour un truc rigolo, alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste hyper nocif pour le cerveau. Il y a des gens qui restent bloqués à cause de ça. Vous voyez, ils restent bloqués. Leur cerveau est bloqué. J'ai pris aussi souvent du poppers, voilà. Ça, c'était très courant, hein, le poppers qui passe en soirée. Je sais pas, on se défonçait avec ça. Voilà, c'est à peu près tout et je trouve que c'est pas mal déjà. J'ai aussi vidé plusieurs fois la boîte à pharmacie de mes parents quand j'étais ado. Je voulais juste me défoncer, mais ça restait quand même hyper rare. Après, les autres drogues, elles m'ont jamais vraiment attirée. Mais j'y ai jamais été confrontée aussi. J'ai eu assez de chance, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas dans mon entourage. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on a une tendance à être dépendant, bah, l'environnement il fait énormément, quoi. Donc, ça a été facile d'arrêter pour moi parce que tout simplement la balance des inconvénients était beaucoup trop élevée par rapport aux avantages en fait. Et je n'étais pas dépendante. Si j'avais eu l'argent, si j'avais eu l'entourage, peut-être que je serais devenue, je ne sais pas. J'étais limite quand même pour la cocaïne et le cannabis. Je pense que si j'avais continué à en prendre, je serais devenue dépendante. Et j'étais dans un usage nocif, quoi qu'il arrive en fait, avec des dégâts, des problèmes de santé cognitifs et relationnels. Voilà, donc très très mauvaise idée. Je pense aussi que si j'avais continué à rester avec mon groupe d'avant, j'aurais pris d'autres drogues parce qu'en ce moment il y a la 3 qui tourne, c'est une nouvelle drogue. Donc je suis contente, ça je n'y ai jamais touché et ça n'arrivera en fait jamais. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question en long, en large et en travers.
Ça aurait pu être le sujet d'une vidéo entière. Je pense que un jour je traiterai chacune de ces drogues et je ferai les effets de ces drogues sur le cerveau parce que c'est hyper important quoi. Ça c'est encore un autre sujet. Moi je sais que c'est vraiment l'alcool mon sujet de prédilection mais un jour j'en parlerai, c'est obligé, je ne peux pas ne pas en parler. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo questions-réponses. Elle va être longue en fait, du coup je pensais pas que ma réponse serait aussi longue qu'à la troisième question. J'espère que ça vous a plu, je vais en faire d'autres je pense dans les mois qui suivent. Voilà, donc si vous en avez d'autres, des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. N'importe quelle question, que ce soit sur ma sobriété ou sur l'alcool de manière générale ou sur d'autres drogues comme vous voulez. N'importe quelle question que vous avez, n'hésitez pas à la poser. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.